Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis mise en tenue TEDx, en rouge et noir pour être dans le ton de l'événement. Un petit peu comme en recherche d'emploi, quand on demande à un candidat de s'adapter à l'interlocuteur qui est face à lui. Que ce soit le recruteur, que ce soit le poste, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'environnement. Et justement, c'est mon sujet de ce soir, la recherche d'emploi. Alors avant de commencer, j'aimerais bien savoir si vous êtes intéressés par le sujet. Donc, est-ce que ceux qui se sentent concernés peuvent lever la main? Alors, on peut voir qu'il y a des personnes qui, a priori, ne se sentent pas concernées par le sujet. Alors moi, je vais en faire deux déductions. Soit vous êtes étudiant, soit vous êtes en poste. Alors, si vous êtes étudiant, vous êtes plutôt cool, vous avez le temps, vous pouvez procrastiner un petit peu, vous avez tout le temps devant vous, et justement, grosse erreur, parce que quand on n'a pas ou peu d'expérience, la seule chose qui fonctionne très bien pour ouvrir les portes des entreprises, c'est le réseau. Alors, je précise pour les étudiants qui sont dans la salle, j'ai dit le réseau. Je n'ai pas dit le piston de Papounet et de Mamounette. Le réseau. Vous savez, le réseau qui se prépare très en amont. Ce réseau qui fait qu'on doit accepter de donner avant de recevoir. Ce réseau qu'on ne peut pas solliciter comme ça, juste au moment où on en a besoin. Donc ça, c'était pour les étudiants. Maintenant, si vous êtes en poste, je peux supposer que vous êtes bien au chaud, que vous vous dites peut-être que ça n'arrive qu'aux autres, et je vous le souhaite. Alors, je ne souhaite pas que ça arrive aux autres, mais disons que je ne vous souhaite pas que ça vous arrive à vous de vous retrouver du jour au lendemain au chômage. Sauf que si, du jour au lendemain, vous perdez votre job, il y a de grandes chances que vous ressembliez à ça. Un candidat de la préhistoire. Pourquoi? Parce que la recherche d'emploi évolue aussi vite que la société. La recherche d'emploi évolue aussi vite que les technologies. La recherche d'emploi que vous avez connue hier, qui était la vôtre, ne sera pas celle d'aujourd'hui et ne sera certainement pas celle de demain. Alors je vois que certains d'entre vous peuvent se dire « mais après tout, rien à faire, je peux très bien être un candidat de la préhistoire. J'avais un bon job, j'avais un bon parcours, j'avais un bon salaire, j'avais les bonnes missions, j'étais dans le bon secteur. Je vais retrouver facilement. » Eh bien, si c'était aussi facile que ça, je pense que je ne serais certainement pas là devant vous ce soir. Donc si vous êtes amenés, vous aussi, à vivre l'expérience de la recherche d'emploi, eh bien, comme beaucoup de gens qui la vivent, vous pouvez avoir mal et vous pouvez souffrir. Parce que la recherche d'emploi, c'est aussi ça. Alors, savez-vous quel est, en première position, ce qui fait le plus mal aux chercheurs d'emploi? Au hasard dans la salle. Le silence, ce fameux silence des recruteurs. Et je pense que vous l'avez déjà vécu, vous avez connu des gens qui l'ont vécu. C'est-à-dire que vous voyez une offre d'emploi, vous la lisez et vous vous dites « mais c'est tout moi, le poste me correspond parfaitement, les missions, les prérequis, le diplôme, l'expérience. Ce poste est fait pour moi et je suis fait pour le poste. » Et là, super motivation, vous y allez à fond. Et donc, vous enquêtez sur l'entreprise, vous enquêtez sur le recruteur, vous enquêtez sur le secteur. Vous faites un CV carte de visite ultra adapté. Vous faites un mail de motivation ultra motivé et vous envoyez. Et, ben justement, il ne se passe rien. Le silence. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et plus vous attendez, plus vous souffrez. Et apparemment, ce poste qui était évidemment pour vous, celui qui est en face, le recruteur, il n'a pas l'air de trouver que c'est aussi évident. Donc ça, c'était la première souffrance, c'est celle qui vraiment ressort le plus, ce fameux silence des recruteurs. La deuxième concerne ces fameuses questions discriminantes. Vous savez, les questions que les recruteurs ne sont pas censés poser dans les entretiens, mais qui vous posent à chaque fois.
Alors on y va. Quelle est votre date de naissance? Quel est votre âge? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez l'intention de vous marier? Si vous êtes marié, que fait votre mari? Avez-vous des enfants? Quel âge ont vos enfants? Si vous avez des enfants, avez-vous prévu d'en avoir d'autres? Si vous n'en avez pas, est-ce que vous avez prévu d'avoir des enfants? Et que faisaient vos parents? Et que faisait votre papa? Et que faisait votre maman? Et est-ce que vous aviez des frères et sœurs? De quel milieu venez-vous? Quelles sont vos opinions politiques? Quelles sont vos opinions religieuses? Quelles sont vos orientations sexuelles? Vous souffrez de handicap? Lequel? Quelles sont vos maladies? Et jusqu'à même la semaine dernière, quel est votre poids? Donc j'ai demandé à la jeune femme qui s'appelait Jane d'essayer de savoir pourquoi on voulait connaître son poids en entretien. Eh bien c'est parce qu'en fait elle était en surpoids et elle devait faire des voyages et le recruteur avait peur d'avoir à payer 2 places d'avion. Pourquoi elles vous font souffrir ces questions discriminantes? C'est parce qu'elles sortent du cadre de l'entretien et vous n'avez qu'une envie, c'est de dire au recruteur qu'il sort du cadre. Sauf que si vous lui dites qu'il sort du cadre, c'est vous qui sortez du processus de recrutement. Deuxième souffrance. La troisième concerne les seniors. Le pire pour un senior, c'est de se retrouver face à un recruteur qui pourrait être son enfant. Donc un senior de 50 ans face à un recruteur de 25 ans qui ne connaît pas le métier, qui peut même le mettre en difficulté parce que lui-même est en difficulté. Et ça, pour les seniors, je parle vraiment en connaissance de cause puisque j'en suis une, c'est une grande souffrance également. Mais les jeunes aussi, quand ils recherchent du travail, ils ont des difficultés. La première, c'est ce fameux manque d'expérience. Et alors là, c'est le serpent qui se mord la queue parce que les jeunes ont envie d'hurler et de dire « Mais comment voulez-vous que j'ai cette fichue expérience si vous ne me permettez pas d'avoir de l'expérience sous prétexte que je n'ai pas d'expérience ?» Un truc complètement aberrant. Pourtant, tous les jeunes se retrouvent face à ça. Et la dernière souffrance, mais il y en a plein d'autres, mais j'ai fait un top 5 de celles qui revenaient le plus souvent. La dernière, c'est votre regard à tous. Je ne sais pas si vous avez vu, vous arrivez dans un endroit public, dans une fête, et puis on vous dit « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et là, essayez de dire « Je suis chercheur d'emploi ». Faites encore mieux « Je suis chômeur ». Et vous verrez que c'est magique. Vous devenez instantanément transparent, invisible. Plus de job ou pas de job, pas d'identité. Et donc, par rapport à ces souffrances, bon, il y en a 5, mais il y en a beaucoup d'autres, moi, je conseille une chose. Je conseille aux personnes que j'ai accompagnées et que je continue à accompagner, je leur conseille de voir la recherche d'emploi comme un jeu. Donc, je ne vous cache pas que quand en atelier ou en formation, je dis aux chercheurs d'emploi, ben voilà, maintenant on va jouer. Je ne déclenche pas un enthousiasme général et voir à peu près systématiquement, il y a quelqu'un qui lève la main et qui me dit « Écoutez, Madame de Foucault, si vous croyez que j'ai envie de jouer avec vous, moi dans 3 mois je suis au RSA. Donc votre idée du jeu, bon, et là je vous la fais polie. Mais justement, c'est ça l'idée. C'est pour ne pas être dans 3 mois au RSA qu'en jouant, on est meilleur. Alors, vous connaissez tous le jeu du Monopoly. Bon. Si vous tombez sur la case prison au Monopoly, que vous passez votre tour et que vous ne touchez pas 20 000, ou que vous tombez sur rue de la Paix, qui a un hôtel rouge, et que vous perdez, est-ce que vous vous dites que vous êtes désespéré? Est-ce que vous dites que le Monopoly c'est nul et que c'est un jeu débile? Non, vous allez au bout de la partie et à la limite, vous ferez d'autres parties de Monopoly. Quand vous perdez une partie de poker, est-ce que vous êtes désespéré? Bon alors, oui, si vous avez joué de l'argent. Mais imaginons que vous n'ayez pas joué d'argent. Vous vous dites simplement que vous n'aviez peut-être pas les bonnes cartes en main, vous n'avez pas eu de chance, et puis peut-être qu'il a mieux bluffé que vous, votre adversaire. Et si vous prenez un sport, un jeu de sport, eh bien vous êtes face à votre adversaire, on va jouer au tennis, il vous bat, bon, vous lui en voulez certes, mais vous allez aussi vous dire que vous manquez peut-être d'entraînement, et il y aura d'autres parties de tennis, vous n'allez pas abandonner le tennis pour autant. L'idée du jeu, en fait, c'est de concentrer le peu de force qui nous reste quand on est chercheur d'emploi pour l'essentiel, de ne pas utiliser son énergie à essayer de lutter contre tout ce qui est inadmissible en recherche d'emploi, parce qu'il y a énormément de choses qui sont inadmissibles, mais de se concentrer justement sur le but à atteindre qui est finalement le job. La deuxième idée, c'est que si vous ne réussissez pas votre recherche d'emploi, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais professionnel. Personne ne pourra jamais vous enlever votre expertise métier
la personne que vous êtes, les compétences que vous avez, les soft skills que vous avez. Par contre, ça veut juste dire que vous êtes un mauvais chercheur d'emploi. Maintenant, est-ce que c'est un but dans la vie d'être un bon chercheur d'emploi? Je ne suis pas certaine. Mais disons que si vous voulez être un bon chercheur d'emploi, qu'est-ce que donnerait la recherche d'emploi vue comme un jeu? Ben, c'est vous, le petit bonhomme, et vous voyez que vous êtes finalement sur la case départ, et sur la case arrivée, assez loin, se trouve le job de vos rêves ou le projet de vos rêves, et avec beaucoup de parcours, c'est comme un labyrinthe. Et puis vous avez envie d'avancer. Puis là, attention, il ne faut pas partir tout de suite dans le jeu, il faut se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Où est-ce que je suis bon? Où est-ce que je ne suis pas bon? Qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer? Vous pouvez aussi vous faire le deuil de votre ancienne entreprise, le deuil de votre ancien stage, le deuil de votre vision idéalisée de la recherche d'emploi. Et pour ça, c'est bien d'être aidé dans le jeu avant de démarrer. Donc vous dites, ça y est, c'est bon, je sais où je vais, je démarre. Non, parce qu'il faut prendre le bon personnage. Et donc, dans la partie, je ne suis pas un demandeur d'emploi. Demandeur, c'est une position basse. Vous êtes un chercheur, vous êtes proactif, vous êtes un offreur de services, un offreur de compétences, un expert dans votre métier. Et là, vous pouvez démarrer. Et vous avez évidemment des obstacles face à vous, ces fameux recruteurs, qu'on appelle aussi des ennemis. Alors, une petite précision, parce que je suis un ancien recruteur, le recruteur, quand il se réveille le matin, il ne se dit pas « Yes, super journée, je vais me faire 10 candidats dans la journée, je vais les faire souffrir à mort, et ce soir, je serai content de ma journée. » Le recruteur, il a un objectif comme vous. Il faut qu'il trouve la bonne personne pour le bon job, qu'il soit dans un cabinet, qu'il soit dans un service RH, qu'il recrute pour lui-même. Et en plus, comme vous, il a peur. Il a peur de se tromper. Donc vous avez la même peur et le même objectif. Et l'idée dans le jeu, c'est de faire de cet ennemi un allié. Après, il y a les différentes voies à prendre et on regarde ensemble. Est-ce que je ne réponds qu'aux annonces? Est-ce que je ne fais que des candidatures spontanées? Est-ce que je fais du réseau? Est-ce que je suis sur les réseaux sociaux? Et peut-être que je peux tout faire à la fois. Ça va dépendre des stratégies et de ce qui se passe. Puis comme c'est aussi un jeu de chance, vous allez voir que certaines fois, vous allez avancer de 3 cases. D'autres fois, vous allez reculer de 4 cases. Vous allez voir des gens qui sont partis après vous, qui vous dépassent. Et puis, il y a un jour où vous allez réussir et vous aurez même ce qu'on appelle le choix du roi, c'est-à-dire la possibilité de choisir. Et plus vous allez jouer, et plus vous allez être bon. C'est mathématique. Il n'y a pas une seule personne qui puisse être bonne en recherche d'emploi si elle ne s'est pas entraînée avant. Donc, qu'est-ce que ça donne de jouer et de considérer la recherche d'emploi finalement comme un grand jeu de société par rapport aux 5 souffrances que l'on a vues précédemment? Imaginons que vous pouvez être ces 2 candidats. Donc vous voyez qu'il y en a un en haut qui traîne sa mallette, qui traîne sa souffrance. C'est celui qui lutte contre ce qui est inadmissible. Et il y a tellement de choses inadmissibles qu'il n'est vraiment pas bien. Puis il y a celui qui a décidé de jouer. Et vous pouvez être celui qui a décidé de jouer, qui va plus vite et qui glisse sur sa sacoche. Donc le silence, ça donne quoi? C'est un jeu. Donc je sais que de toute façon, j'aurai du silence, personne ne répondra, ou pas beaucoup de monde ne répondra à mes candidatures. Ce n'est pas parce que je suis mauvais, ce sont les recruteurs qui sont mauvais. Mais je l'accepte, c'est une des règles du jeu. Et là, je peux être proactif, je prends mon téléphone, j'envoie des mails, j'essaye de contacter sur LinkedIn, pourquoi pas, et j'essaye de savoir pourquoi il y a le silence. Et si ça ne marche pas, c'est pas si grave et je tente autre chose. Quand je réponds à des annonces, j'ai du silence. À ce moment-là, je vais plutôt faire du réseau, j'ai moins de silence. Première façon de jouer. Le deuxième piège, rappelez-vous, la deuxième souffrance qui concerne ces fameuses questions discriminantes. Vous pouvez décider d'y répondre. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas quand on me demande mon âge, 53 ans, pourquoi pas. Si on me demande mon poids, là, je suis un peu moins bien, je n'ai pas envie de donner mon poids ou alors, bon. Donc, ce qu'on peut faire, c'est comme faisait une de mes candidates, qui s'appelait Jane et qui nous racontait, elle était très jeune, et à chaque fois, on lui demandait « Est-ce que vous avez prévu de vous marier? Est-ce que vous avez prévu d'avoir des enfants ?» Et un jour, elle a décidé de prendre une tête triste et de dire « Je ne pourrai jamais avoir d'enfants. » Il n'y a jamais eu de deuxième question personnelle. Et donc, dans l'atelier, les gens lui disent « Oui, mais attends, là, tu es en phase finale, si tu prends le job et que tu tombes enceinte ?» Et elle, très tranquillement, répond « Je dirais que c'est un miracle. » Et
Alors attention, hein, ne commencez pas à tous dire sur les réseaux que Christelle Defoucauld a dit qu'on pouvait mentir en entretien. Hein. Sauf que quand le recruteur sort du cadre, vous êtes en droit dans la partie et dans le jeu de sortir du cadre également, mais ça c'est chacun qui voit. Donc moi personnellement, je dirais que je fais 20 kilos de moins, ça ne me gênerait pas du tout de sortir du cadre. Par rapport à la souffrance du senior qui se retrouve face à ce recruteur qui pourrait être son enfant, eh bien moi j'ai connu un monsieur qui s'appelait Pascal, qui a été les deux. Sa hantise, il avait 55 ans, sa hantise c'était d'être face à ce recruteur jeune. Et il en avait fait un cheval de bataille, si bien qu'à chaque fois qu'il était face à un recruteur jeune, il oubliait tous ses buts, et son but, c'était de le mettre en difficulté. Et donc, il lui posait des questions pièges. Lui-même, hein, il menait l'entretien. Il lui disait des trucs incompréhensibles, il était dans la gestion de projet, etc. Et évidemment, le recruteur était en difficulté, comme c'est un être humain, il ne recrutait pas Pascal. Et Pascal nous a régalé pendant 6 mois de ses anecdotes, parce qu'il avait beaucoup d'humour. Sauf que moi, à la fin d'un atelier, je suis allée le voir et je lui ai dit « Mais quel est votre but dans la vie? Est-ce que c'est de former tous les jeunes recruteurs de France ou est-ce que votre but dans la vie, c'est de trouver un job ?» Et il s'est trouvé que la fois d'après, il était face à un jeune recruteur de 23 ans. Il l'a regardé avec l'amour d'un parent. Il l'a aidé. Ils ont créé une alliance. Ensemble, ils sont allés vers le poste. Il a eu le poste grâce à un jeune de 23 ans. Les jeunes, vous qui êtes jeunes, on vous la posera cette question. Mais pourquoi tu n'as pas d'expérience? Ben oui, c'est normal, je suis jeune. Attendez-vous à cette question, mais soyez fiers. Nous, seniors, nous donnerions n'importe quoi pour être jeunes. Le monde vous appartient. Vous êtes ouverts aux langues, vous êtes ouverts aux frontières. Profitez de votre aisance. Vous êtes des digital natives. Ce qui va compter pour le recruteur, c'est pas ce que vous avez fait, c'est pas ce que vous savez faire, c'est ce que vous serez capable de faire et la manière dont vous allez vous adapter aux nouveaux métiers. Et par rapport à la dernière question, quand on vous dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Vous pouvez tenter « Je suis en transition professionnelle, ça ne mange pas de pain », ou faire comme certains, j'en ai plusieurs qui faisaient ça, qui disaient « Je suis chercheur dans une des plus grandes entreprises françaises ». Donc c'est un peu l'idée du jeu. Et ce que je voudrais ensemble, c'est qu'on se pose la question, et si tous ensemble, nous décidions, pour une bonne fois pour toutes, de faire en sorte que la recherche d'emploi soit une grande aire de jeu, afin de lui donner un air de joie, et surtout pour moins souffrir. Merci.